Trévoux précise, on a établi depuis quelque temps en France plusieurs manufactures pour des étoffes, des bas, des chapeaux, des glaces, des miroirs, des dentelles, etc. Il y a une ordonnance du mois de juillet 1667, donc c'est Colbert, portant règlement général sur les manufactures et établissements des jurés et maîtres ouvriers en drap, d'or, d'argent et de soie et autres étoffes, etc. Alors en fait, cette ordonnance, elle visait le contrôle de ces petits établissements. En général, ils étaient petits. Ces petits établissements industriels pour assimiler leur fonctionnement aux jurats et corporations qui régissaient, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le monde du travail dans toutes les villes du royaume. Enfin, le monde du travail à l'exclusion, bien sûr, de ceux qui travaillaient la terre. Alors, les hiérarchies maître, compagnon, ouvrier, apprenti a été introduite par cette ordonnance. Et elle a régi, donc, je pense qu'on vous en parlera à propos des manufactures du XIXe siècle. Donc, cette espèce de carcan corporatif, puisque c'était ça, a régi le monde du travail jusqu'à la loi le Chapelier de 1791. Donc l'organisation était très hiérarchisée. Alors, contrairement à ce qui a été annoncé, donc je crois que je l'ai déjà dit, je vais parler des manufactures dans la généralité, et pas uniquement à Bordeaux, comme ce qu'on vous a laissé croire. Alors voilà, je vais donc commencer par les faïences. La production de faïence est dominée de fait, mais aussi dans notre mémoire collective, par la grande manufacture bordelaise de Jacques Hustin et ses descendants. C'est en 1714 que ce personnage, qui est un commissaire de la marine, obtient le privilège exclusif dans un rayon de 10 lieues pour la production et la vente des faïences stanifères. Alors la manufacture royale, puisqu'elle avait un privilège, elle avait le droit de s'appeler aussi royale, conservera donc ce monopole jusqu'en 1762, malgré des débuts difficiles et des problèmes de recrutement de praticiens, de faïenciers expérimentés. Elle trouve son rythme de production et des modèles qui font son succès, c'est-à-dire une vaisselle ornée, des pièces de forme et, comme j'ai dit tout à l'heure, on va vous en reparler, de remarquables pots à pharmacie. Alors bon, je vous ai mis un modèle lambda d'assiettes produites par Hustin. Bon, je crois que tout le monde en a vu déjà ou en a chez soi. C'était des modèles inspirés de ceux des manufactures de l'Est. Et d'ailleurs, les ouvriers qui venaient étaient recrutés dans les manufactures concurrentes de l'Est. Alors, avant même la fin du monopole, Hustin, des entrepreneurs tentent bien sûr d'y mettre un terme. Ainsi, en 1757, on trouve la trace de Denis Molinier, qui est un chevalier de l'ordre du Christ. Je sais que c'est le premier ordre pontifical, mais je ne saurais vous dire mieux. S'appuyant sur une délibération de la Chambre de commerce, il demande l'autorisation d'établir une fabrique de faïence en Bordeaux en concurrence avec la manufacture de Hustin. Je ne sais pas si ça a marché.
Entre la fin du privilège et la Révolution, plusieurs faïenceries sont établies à Bordeaux, ça c'est sûr. La plus connue étant celle de Boyer. Boyer qui est un ancien contremaître, enfin ouvrier de Justin. Alors, je crois que je dis... Alors là, il faut faire des prières pour que ça marche. Non, c'est pas ça. Peut-être avec les flèches. Ah oui, mais il est tout petit. Voilà, on va essayer d'agrandir. Je ne sais pas si vous voyez mieux. Donc, Boyer, qui est un ancien employé d'Ustin, et comme ses confrères et les autres faïenciers, il est victime, après la guerre d'Amérique, du traité, c'est pas Expicode, mais c'est Eden-Renneval de septembre 86, qui réduit les droits de douane et favorise la vente de la faïence fine britannique, qui était d'une qualité et surtout d'une légèreté incomparable avec ce que fabriquaient les faïenciers bordelais du XVIIIe siècle, avec des assiettes qui sont souvent autour de 700 grammes. Hein. Bon, c'est pas le propriétaire qui faisait la vaisselle, mais quand même, on peut y penser. Alors, par l'intermédiaire de la Chambre de commerce, il demande en 1787 Boyer, des décharges et des réductions d'imposition parce qu'il perd beaucoup d'argent à cause de l'importation de la faïence anglaise. Voilà. Alors, mais on parle toujours de Bordeaux, Justin, Boyer, qui sont connus. Mais Justin, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, il y avait une multitude de faïenceries dans toute la généralité. Alors, entre 1718 et 1765, la correspondance de l'intendance des ministres avec la correspondance de l'intendant et des ministres révèle que de nombreuses fabriques existaient dans la province. Alors, je cite en vrac Bergerac, Libourne, Podinsac, Lignan, Sadirac et d'autres. Bergerac paraît être, dès le milieu du XVIIIe siècle, un centre important de production de faïence. Il semble que le nombre de fabriques était au nombre au moins 4, dont on a retenu les noms: Bonnet, Babu, Banne, Calais et Perchin. Elles ont été en activité quasi concomitante de 1755 jusqu'à au moins la Révolution. Alors, je ne sais plus ce qu'il faut faire là. Voilà, ça c'est une production de Bergerac, dite à la perruche. Voilà, mais il y en a d'autres qui sont connus, mais ça c'est assez emblématique de ces fabriques de Bergerac. Alors en 1759 est signalée l'existence d'une faïencerie à Lussac, dans le Libournais, fondée par un monsieur Henri Seguin. Mais on n'a pas de traces, enfin, en tout cas je n'ai pas trouvé trace de sa production. En 1761 est évoquée à l'intendance la production de la manufacture de faïencerie de Thiviers. Qui est, c'est dans le Périgord, je pense que c'est dans l'actuel département de la Dordogne, je ne suis pas très bon en géographie. Elle est principalement consacrée à la faïence stanifère de grand feu. Alors c'est un nommé Nicolas Dubourdieu qui a fondé la première fabrique en 1755 encore. Cet établissement a produit des pièces jusqu'au début du siècle passé, du XXe siècle. Alors je crois qu'il y a des... Voilà, vous savez, ce sont des choses que vous connaissez. On
voit très très souvent ce type de faïence. Alors celle-là est du XVIIIe siècle, je crois que... Oui, celle-là aussi. Celle-là est un peu cassée. Celle-là, alors pardon, excusez-moi, ça c'est pas du Tivier, c'est une production plus locale, c'est une production de Sainte-Foy. Il y a eu une faïencerie à Sainte-Foy-la-Grande. C'est Ernest Labadie qui en parle dans ses notes assez abondamment. Et le propriétaire fondateur de cette faïencerie était nommé M. Briand, qui était lui-même de Sainte-Foy-la-Grande. Et donc la fabrique a commencé à produire en 1777 et a poursuivi jusqu'au milieu du XIXe siècle. Alors voilà, j'en ai fini, je crois. Non, ça c'est encore un modèle de Sainte-Foy. Alors j'en ai fini avec les faïences. Vous voyez que les faïenceries étaient tout de même assez nombreuses dans la région. Et nous allons passer à la porcelaine. Alors, la fabrique la mieux connue, mais qui a été absolument éphémère, est celle qu'on appelait des terres de Bordes. Les terres de Bordes, c'était un quartier qui était à la frontière qui était autour de l'Esteye-Majou, à la frontière de Bègle et de Bordeaux, de Paludat. Et à l'origine de cette manufacture sont des marchands, les Verneuil, qui proposent à la clientèle bordelaise des produits essentiellement venus de Limoges. Ils sont d'ailleurs eux-mêmes de Limoges, mais également de la porcelaine de Paris, des porcelaines allemandes, bien sûr, Meissen. Les succès rencontrés par leur commerce les convainquent d'installer une fabrique dans le faubourg de Paludat, donc aux terres de Bordes. Les débuts sont assez difficiles et la fabrique se fournit plutôt à Limoges. Mais en 1787, les Verneuil rencontrent un chimiste, un porcelainier habile, Michel Vanier, qui est natif d'Orléans, et l'engage dans leur entreprise. Alors, Vanier lui-même s'associe avec un ingénieur géographe du roi nommé Alluot, qui est propriétaire c'est un géographe, il est malin, il est propriétaire de gisements de kaolin en Limousin. Et donc, la production est très brève. Hein. Entre 1788 et 1790, Verneuil loue à Vanier le vieux château des Terres de Bordes en échange de la porcelaine que ce dernier produit avec de la terre venue de Limousin appartenant à Alluot. C'était un fonctionnement... Néanmoins, Verneuil est bon, ce qu'on a, nous, on a retenu Verneuil et Vanier comme la porcelaine bordelaise, ce qui est vrai. Mais il existait d'autres fabriques, d'autres manufactures dans la généralité. Ainsi, en 1780, est avérée l'existence d'une manufacture active à Cibourg. Cibourg, vous voyez où c'est, quoi, à côté de Saint-Jean-de-Luz. On ne sait rien sinon qu'elle a existé, on ne sait rien de cette manufacture. Mais enfin, vous savez, si vous consultez des catalogues de vente, il y a des milliers de pièces qui se vendent
on ne sait pas d'où elles viennent. Alors, elles peuvent peut-être venir de Cibourg, pas des milliers, je pense. Alors, plus au nord, au cœur du pays de Borne, dans l'actuel département des Landes, est mieux connu un centre de production important, établi grâce à la présence d'un gisement de kaolin, hein, il n'y a pas de secret, et la volonté entrepreneuriale de son propriétaire, qui est un maître de forge, installé à Pontinx-les-Forges, et qui est le comte de Roli, Sacriste de Roli. Alors, monsieur de Roli, vous le connaissez, parce qu'il avait sa maison, il a eu une maison qui était place de la Comédie, c'est la moitié du grand immeuble qui est un hôtel maintenant, qui fait face au théâtre. Alors, lui avait la moitié et son gendre, monsieur de je ne sais plus comment, mais je vais trouver. Non. J'arrive. Hein. Oui, son gendre, c'était le marquis de Gombault. Voilà. Alors donc, ce comte de Roli, donc il est le seigneur de Pontinx-les-Forges. Il y a installé des forges. Il construit sa manufacture dans le village. Il attire des céramistes, des peintres et même des peintres allemands qui sont connus. Alors, Dortou, Müller et Zinkernagel. Leur production, surtout de pièces de forme, s'écoule avec grand succès, mais on n'en trouve plus à Bordeaux. À la mort de Roli en 1783, donc c'était relativement tôt, lui succède pour gérer la manufacture son gendre Gombault. Elle fonctionne jusqu'en 1790 et disparaît dans un incendie. Alors, bon, ça, c'est une production de Verneuil et Vanier. J'ai pris ça sur un catalogue de vente. Ce sont des pièces de très, 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 très grande qualité, donc, mais qui n'ont existé que pendant 3-4 ans, d'où leur rareté, d'ailleurs, sur le marché. Alors, ça... Ouais, oui. Voilà ce type de porcelaine rose que produisait la manufacture de Roulis à Pontinx. Alors il y a à Bordeaux un musée connu sous le nom de, je ne sais pas s'il faut dire MAD ou MADD. Autrefois, ça s'appelait le musée des arts décoratifs. On savait où c'était. Et le MADD possède un poêlon, un pichet et un bouillon provenant de la manufacture de Pontinx. Alors pour terminer avec les arts du feu, je vais parler, ça va être un peu long, il faut que je regarde l'heure. De la verrerie. On pourrait dire qu'à Bordeaux, les Mitchell sont à la verrerie ce que les Hustins sont à la faïence. Alors Pierre Mitchell, c'est un émigré jacobite qui a rejoint à Bordeaux nombre de ses compatriotes exilés à la fin du XVIIe siècle, après l'arrivée définitive sur le trône d'Angleterre et d'Irlande de la dynastie de Hanovre. Voilà. Alors, nous avons un bon frère et ami qui est Patrick Clark de Dromantin, donc, qui a écrit un ouvrage sur l'immigration irlandaise des jacobites irlandais à Bordeaux et leur rapport justement à l'économie
et à l'industrie locale. Alors c'est un gentilhomme, bien sûr, mais qui est arrivé complètement démuni à Bordeaux. Et lorsqu'il se marie, il exerce le métier de tonnelier. Bon, il a dû peut-être taper des cousins ou quelque chose comme ça. Enfin, en 1723, il obtient l'autorisation de créer sa manufacture de verre destinée à la fabrication de bouteilles en utilisant un procédé britannique qui était nouveau ici, un procédé de fonte de la matière vitreuse basé sur l'utilisation du charbon, de l'énergie au charbon. Les autres marchaient plutôt au bois. C'était une nouveauté. Il installe sa verrerie dans la partie méridionale du faubourg des Chartrons, face au glacis du château Trompette. La toponymie a conservé le souvenir de l'établissement. C'est la rue de la Verrerie, qui est pas très loin d'ici, qui donne sur le cours Xavier Arnauzan. Alors la verrerie devient royale, c'est-à-dire privilégiée comme pour Rustin, la faïencerie, en 1738. Il a le même périmètre de 10 lieues autour de Bordeaux, le périmètre d'exclusivité autour de Bordeaux. Alors l'entreprise déménagera vers le nord du faubourg en 1775, après que les Dumas de la Roque et le propre fils de Pierre Michel ont loti ce qu'on appelle le pavé des Chartrons, enfin les belles maisons de négociants là, des années 1770 des cours Xavier Arnauzan. La nouvelle fabrique a continué à produire du verre, bien sûr, jusqu'à la fin du XIXe siècle. J'ai une petite image qui est une gravure de Cabillet qui représente la verrerie de... C'est pas la verrerie de Mitchell, c'est la verrerie de la rue Chantecrite qui avait été fondée par les frères Laclotte. Alors, les archives de la Chambre de commerce révèlent la présence d'autres verreries, bien sûr, dans la province. Ainsi, le 17 août 1730, la Chambre délibère contre la demande de Mitchell, qui demandait qu'on révoquât le privilège accordé au sieur Fomberg pour la fondation d'une verrerie à Bourg. Alors, la demande de Mitchell est annulée pour les raisons suivantes, je cite, « Outre le produit de ces deux fabriques, c'est-à-dire Mitchell et Fomberg, la province consomme des verres et bouteilles une fois au-dessus, enfin une fois de plus, qui viennent de Rouen, Calais, Hambourg et autres lieux. » Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de verreries dans la province. Au milieu du siècle, la verrerie la veuve du sieur Mitchell, propriétaire de la verrerie, prétendait que, d'après les lettres patentes accordées à son mari, il était défendu à tout particulier d'établir aucune verrerie à Bordeaux, ni aux environs, à une distance moindre de 10 lieues. On l'a déjà vu, mais bon, ce jour-là, elle s'oppose, en 1750, pardon, elle s'oppose en vain à la création de la verrerie, qui est une grande verrerie, Vandebrand, qui se trouve à Libourne. Alors tout à l'heure, j'ai parlé d'une faïencerie qui était à Libourne. Et en fait, cette faïencerie de Libourne appartenait aussi à ce monsieur qui devait être d'origine flamande, j'imagine, ce monsieur Vandebrand. Et elles étaient au fond des allées de Tourny vers Lille, enfin des actuelles allées de Tourny. Et elles occupaient
de part et d'autre du fond de la place, l'espace entre le bout de la ville et la rivière. Alors, en 1761, est ouverte une nouvelle verrerie à Libourne qui fabrique du verre plat. Alors, le verre plat, c'est très, très intéressant parce qu'on ne fabriquait que des bouteilles à Bordeaux. Et alors, les vitriers, bon, ils étaient obligés de se fournir ailleurs. Je viens de vous le dire, les vitriers se fournissaient ailleurs et essentiellement en Normandie où existaient de grandes fabriques. Néanmoins, le transport était très coûteux en raison vraiment des précautions qu'il exigeait. Alors j'ai un dessin d'une... Ça vous donne une idée du paysage industriel. Ça ne marche pas. Si, voilà. C'est une verrerie. Bon, là, c'est au 19e siècle, mais ça donne bien l'image de ces verreries qui se trouvent, je ne sais pas trop où, en Normandie, dans un endroit qui s'appelle la vallée du Cristal à l'heure actuelle encore, et qui consacre essentiellement ses ressources à fabriquer des flacons de parfum, des flaconnages de parfum. Alors, avant la fin du privilège Mitchell, donc plusieurs verreries sont autorisées. On en a vu 2 auparavant, mais il y a aussi la verrerie de Charles Bigot à Bacalan, celle de M. Meller, qui est un négociant de Bordeaux au Chartron. En 1765, il est question de l'établissement d'une verrerie près de Villeneuve d'Agen, et en 1770, de celle de la Couture. Alors, je n'ai pas trouvé ce que c'était. Ça se passe dans la Genée, hein, mais je n'ai pas réussi à localiser. Mais plus près de Bordeaux, on apprend aussi l'existence en 1771 d'une verrerie à Saint-Macaire. À la même époque, sont actifs de l'autre côté de la Garonne les fabriques de Jean Lignac à Langon, et à Bazas, celle dite de la Mangine, qui disparaît dans un incendie en 1773. Ah, mais là, en 73, elle n'a pas survécu. Elle a brûlé, elle a chauffé. Ce qui était fréquent dans les verreries, hein, c'est pour ça qu'elle brûlait assez souvent, parce qu'elle fonctionnait justement plutôt au bois qu'au charbon. Alors, l'apothicairie de l'hôpital de Bazas, voilà, possède de nombreux objets en verre. Hein, il y en a davantage que ça. Mais évidemment, comme c'est toujours le cas pour le verre, il est impossible de savoir s'ils sont de production locale. Alors, on continue avec le verre. Aujourd'hui, autour des années 170, se trouvaient, outre celle de Fombert, plusieurs verreries à Bourg-sur-Gironde. Dans les années 80, je ne me souviens plus exactement, Jean Cavignac a étudié ces établissements dans des articles livrés au cahier du Vitrezé. Bon, je n'avais pas trop le temps de m'attarder dessus, mais si ça vous intéresse, ça existe. L'intendance correspond en 1775 au sujet de l'établissement d'une verrerie à Bordeaux qui pourrait en fait être simplement celle de Mitchell, déplacée à cette époque pour satisfaire son voisinage qui était incommodé, ou encore celle de Jean Lignac. Alors le même Jean Lignac qui était à Langon et qui s'est associé avec les frères Laclotte pour construire, donc, ça c'est sûr, cette verrerie-là, de la rue Chantecrite. Mais bon, ces établissements industriels ne sont pas uniquement concentrés dans le Bordelais.
Entre 1748 et 1782, les papiers de l'intendance mentionnent les verreries de messieurs de Lost. Lost, qui était d'ailleurs l'oncle de M. Lignac, qui était établi à Nérac, M. Bouffard à Bergerac, M. de la Cardonnie, capitaine de frégate, dans son fief de Lalande, près de Villeneuve-d'Agen, et plus au sud, les sieurs d'Ingirard et Duchot à Bayonne, au bord de la Nive. Voilà. On a fini pour les arts du feu. Alors, on va passer aux toiles peintes. Toiles imprimées. Bon, j'espère que je ne suis pas trop long, mais... Alors, les toiles imprimées, dites aussi indiennes, étaient au XVIIIe siècle la principale monnaie d'échange. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Dans le commerce transatlantique et plus spécialement dans celui qu'on appelle triangulaire. Voilà. Alors, il y a un texte de 1784 qui est très conservé ici, aux archives départementales de la Gironde, dans le fond de la Chambre de commerce, qui résume très bien le problème posé par la pénurie de ces toiles. Il s'agit d'une lettre du 19 novembre 1785 adressée au député du commerce à Paris et au contrôleur général. Alors, le député du commerce à Paris, à cette époque, je pense que c'est Paul Nérac, qui s'y connaissait en trafic. Et pour que Nérac demande au contrôleur général la prorogation du privilège des acquis de Guinée en faveur des navires de Bordeaux partis du 1er janvier au 10 novembre 1784. Alors, je lis la lettre. Le maréchal de Mouchy, c'est un bateau. Bon, le maréchal, c'est le gouverneur de la province, mais alors, tout le monde voulait s'appeler maréchal de Mouchy sur tous les bateaux. Alors, le maréchal, armé par messieurs Fégère, Gramont et compagnie. Alors, Fégère et Gramont, c'était deux grands négociants bordelais, a été expédié d'ici au mois d'octobre 1783 pour la côte d'Angola, dans le golfe de Guinée, avec partie de l'assortiment relatif à une traite de 1000 à 1200 nègres, ne lui manquant que les toiles des Indes nécessaires et dont il est allé se pourvoir à Pondichéry, c'est-à-dire qu'il a fait tout le tour de l'Afrique, remonté dans l'océan Indien. Il a fallu donner le temps de les faire fabriquer, parce qu'il n'y en avait plus. Sur la côte de Coromandel s'étant trouvée à son arrivée absolument dépourvue de marchandises. Alors, le maréchal de Mouchy n'a pu doubler le cap de Bonne-Espérance en retour des Indes qu'en août. Et il n'aura conséquemment commencé sa traite à Malumbe qu'en septembre dernier. Elle sera trop considérable pour qu'il puisse être rendu à Saint-Domingue avant le mois de février ou mars. C'est-à-dire que ça va lui faire un trajet de 3 ans, quoi, à peu près, au moins 2 ans et demi. Alors, l'aventure est un peu caricaturale, hein, je dois dire, parce que dans la mesure où le duc de Mouchy, c'est un très gros bateau, sans doute au minimum de 800, mais même peut-être plus de 1000 tonneaux. Et c'est curieux parce que c'est une époque où la Chambre de commerce elle-même recommandait d'envisager des voyages de 200 passagers, quoi, à peu près, en raison de la rareté des esclaves disponibles pour les traverser et pour des problèmes inhérents à ces traversées, équipage, approvisionnement, maladies, etc. Alors non, on faisait des cargaisons beaucoup plus limitées. D'abord, ça prenait beaucoup moins de temps pour remplir le bateau. Et donc, c'est un bateau exceptionnel, ce maréchal de Mouchy. Alors, Catherine de Gabory a bien décrit ce phénomène de pénurie d'étoiles dans son article sur cette production publié dans le catalogue du Port des Lumières en 1989.
Elle a aussi étudié les manufactures bordelaises dédiées à la production de ces indiennes. Bon, la première, celle de Leclerc, au pont de la Maille, qui a été transférée par la suite aux terres de Borne, à côté de chez les fabricants de porcelaine. Et bien sûr, la plus connue, c'est celle de Méliès à Bautiran, mais qui ne débute pas, normalement je ne devrais pas trop en parler, ne débute pas son activité avant 1802. Dans son guide du musée des arts décoratifs de Bordeaux, publié en 2005, Bernadette de Boisseau avait utilisé à la place des traditionnels papiers cuves une reproduction de planches de la manufacture de Bautiran que je vous montre. Mais en fait, c'était pas du tout ce genre de toile qui était utilisé pour la traite en Afrique. C'était plutôt des reproductions de toiles indiennes, chinoises, qui étaient appréciées par les vendeurs d'esclaves d'Afrique occidentale. Alors, les archives de l'intendance concernant les toiles évoquent essentiellement les problèmes. Il y a très peu de choses. Les droits de douane, les droits d'entrée, de marque, de contrebande, de saisie de cargaison. Concernant les toiles peintes, elles sont toujours appelées des toiles peintes des Indes, de la Perse ou de la Chine. On cite aussi Nankin comme port fournisseur de toiles. Pourtant, c'est un scoop, est avérée l'existence d'une manufacture de toiles dès le milieu du siècle dans le Périgord, à Bergerac. Enfin, il y a deux, Bergerac, mais c'est la même personne. Bergerac et Montignac. Cette dernière, fondée par un abbé de la Boirie, semble avoir fonctionné plutôt sur le modèle des ateliers de charité. On y fabriquait, je cite, des toiles de coton et indiennes siamoises. Je ne sais pas trop comment ça se présentait, mais en fait, ça se vendait. Et il y a une autre manufacture qui est bien repérée, qui est située à Agen. Pour ceux qui connaissent Agen, ça se trouve rue du Grand Horloge. Je ne savais pas que ça existait avant. Et elle fonctionne en 1778, est décrite comme la manufacture des toiles peintes à l'instar de celle d'Angleterre. Elle a été élevée à Agen par les sieurs Bourri. La fabrique produit encore en 1783, avec semble-t-il quelques difficultés, j'imagine liées à la guerre d'Amérique. Il y a eu une baisse des exportations. Mais elle a continué, puisque une surséance a été accordée au sieur Bourri, négociant d'Agen, créateur d'une manufacture de toiles peintes ou indiennes, serges et marchandises propres aux colonies. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on n'a aucune idée de ce qu'était la production enfin moi en tout cas, de ce qu'était la production de cette manufacture d'Agen, mais elle existe, enfin, le bâtiment existe toujours. Alors voilà un dessin, vous voyez, on voit, je ne sais pas si je peux. On voit assez bien donc la forme. Là, c'est la façade sur la rue, je vais vous montrer. Et les ateliers qui étaient installés, c'était des filatures, étaient installés de part et d'autre d'une grande cour qui se terminait en hémicycle. Alors voilà, la photo n'est pas terrible, mais le bâtiment n'est pas facile à photographier. Voilà. Voilà un détail de la porte, enfin l'entrée de la manufacture. Là voilà le revers. Et
un des deux hémicycles. Et alors là, je ne sais pas trop ce que c'est, je veux dire. Non, ça c'est autre chose. Alors, c'est en discutant de la journée d'aujourd'hui, totalement par hasard, avec un ami que vous connaissez tous, qui est Laurent Chavier, qui a été chargé par la municipalité d'Agen d'un travail sur l'architecture civile ancienne de cette ville. C'était pas trop fatigant, il n'y en avait plus beaucoup. Ils ont à peu près tout cassé. Mais donc en parlant avec lui, je lui ai parlé de cette histoire de toile imprimée que j'avais repérée donc, aux archives. Il m'a dit ah mais oui, tout à fait, je sais parfaitement ce que c'est. Et donc c'est lui qui m'a fourni les photos de cette fabrique. Et donc c'est quand même intéressant parce que rares sont les anciens établissements industriels qui sont arrivés jusqu'à nos jours. Celui-là, il est intéressant parce qu'il est caractérisé par rien du tout, quoi. Il ressemble à toutes les maisons, des maisons dans les rues d'Agen, enfin, ce qu'il en reste. Voilà, alors je pense que nous allons arriver à la fin. Donc on ne saurait achever cette présentation sans parler des papiers peints. Vous le savez, connus depuis le XVIIe siècle, ils ne parviennent à Bordeaux que dans le dernier tiers du XIXe siècle. Encore faut-il préciser que les papiers peints chinois importés par voie maritime étaient connus avant cette époque. On en a protégé au titre des monuments historiques à côté de la Réole, dans un château, je ne me souviens plus le nom, qui se situe entre Gironde et la Réole. Oui, c'est ça. Oui. Et donc ces papiers peints, ils étaient ramenés par les capitaines de navires dans leur cargaison. Alors, Jacques Sub, et qui peut être considéré comme l'inventeur du commerce du papier peint à Bordeaux, a identifié une première annonce d'un monsieur Paquier qui se proposait de faire fabriquer dans cette ville toutes sortes de papier peint. L'année suivante, c'est un dominotier de Lyon, M. Lecomte, qui propose sa production au Bordelais. Un autre Lyonnais, M. Thiron, annonce qu'il a établi une fabrique de tapisserie sur toile. En 1772, c'est Jacques Wilson, un Anglais installé au Chartron, qui propose toutes sortes de papiers peints et veloutés à la façon anglaise. On ne sait pas s'il les fabriquait ou s'il les importait. Au mois de mai 1772, c'est un autre sujet britannique, Édouard Duras. Il est irlandais, contrairement à ce que son nom indique, qui est natif de Dublin, et il annonce qu'il produit des papiers peints dans le goût anglais. Sa manufacture est installée place Dauphine, on sait très bien où elle était, proche de l'angle des fossés de l'intendance. Il poursuivra cette production jusque sous l'Empire. Il eut plusieurs concurrents, plusieurs marchands, plutôt marchands que des fabricants, qui ne connurent que peu de succès, tant il avait monopolisé le marché de la place. Le plus sérieux concurrent fut un autre Irlandais, qui lui aussi avait un nom français, M. Roche, qui était installé sur les allées de Tourny. Alors, aujourd'hui, m'attarder un peu sur les papiers peints. Vous savez qu'ils étaient fabriqués par des quartiers dominotiers.
Alors, c'était des papiers qui étaient décorés à l'aide de... Ça ressemblait beaucoup aux toiles peintes, hein, à l'aide de pochoirs. Bon, il y avait autant de pochoirs que de couleurs, bien sûr. Et vers 1780, M. Sub donc, avait acheté le château de Saint-Pandelon, à côté de Dax, donc, qui était le château des évêques de Dax. Et en commençant à rénover, monsieur et madame Sub ont découvert que le château était entièrement décoré de papier peint du XVIIIe siècle, avec des chefs de pièce donc, qui indiquaient qu'ils provenaient de la maison enfin, chez Édouard Duras à Bordeaux. Donc les Sub se sont pris de passion un peu pour ce métier des dominotiers. Ils ont recréé des dominos et des décors. C'était des dominos, c'était des carrés qui faisaient à peu près un pied carré. Non, 2 pieds, pardon, excusez-moi. 60. Et Madame Sub a recréé des pochoirs, a retrouvé des décors et a eu une production, bon, pas industrielle, mais on peut dire manufacturière de ces papiers peints. Alors, il y a au moins une pièce et Madame Sub a aussi, à partir des décors de dominotiers, créé des toiles. Et plusieurs meubles, plusieurs sièges, je ne sais plus si ce sont des fauteuils ou des chaises, je ne me souviens plus bien, sont exposés avec des revêtements créés par Madame Sub au MADD. Voilà. Et donc, écoutez, je vais finir par vous montrer une image qui est une image d'une des pièces du château de Saint-Pandelon, recréée, avec un décor recréé par Madame Sub. Malheureusement, voilà. On ne voit pas très très bien, mais quand même. Alors tout ça, ce ne sont pas des laits de toile, de papier peint comme on le fait maintenant. Ce sont donc des dominos assemblés les uns après avec les autres. Eh bien, voilà, j'ai fini de vous martyriser avec les fabriques de la Généralité de Bordeaux. Merci. On va pas l'éteindre de suite. Comme ça. Bon, merci beaucoup Philippe. On perçoit bien, après tous les exemples que tu nous donnes, l'importance du système manufacturier qui bouleverse la production. On est dans de la série, on est dans des investissements financiers à long terme, on est dans une sorte de proto-phénomène ouvrier. C'est important, ça va bouleverser notre monde et ça va développer, transmettre énormément de choses qui sont, disons, plutôt riches, qui va vulgariser des productions extrêmement importantes. Donc c'est très, très important comme phénomène, 18e siècle, et un petit peu avant ça commence, mais surtout le 18e qui va développer considérablement ça, et c'est très important. Donc merci de cette présentation. Il y a peut-être des questions à poser. Oui. Je crois que Philippe a un autre micro là-bas.
Ah oui, d'accord. Merci. Est-ce que vous savez quelque chose au sujet de la manufacture de Podensac, la manufacture de faïence stanifère? Oui, il y a dans les réserves du service régional de l'archéologie, il y a quelques caisses de tessons provenant de là-bas. Oui, non, moi, j'ai rien trouvé enfin, je l'ai cité, bien sûr, mais je n'ai rien trouvé dessus. Bon, il y a trois fois rien en archives, enfin à ma connaissance. En revanche, la production qui se fait à Podinsa, qui se fait à Sadirac, qui se fait à Libourne, c'est du Bordeaux. C'est la même chose, sauf que si on le dit aux antiquaires que c'est du Podinsac ou du Sadirac, ça se vendra un peu moins bien que du Bordeaux. Mais c'est exactement la même chose, pour la bonne raison que ce sont les ouvriers du Stein qui se sont allés s'établir, ouvriers ou apprentis comme à Sadirac, les Ribeyrot, Pierre Ribeyrot, etc. Oui, oui, ben, je pense qu'il tournait, il tournait en rond entre faïenceries. Et bon, c'était les mêmes ouvriers, les mêmes peintres, les mêmes modèles. On l'a vu avec Thiviers et Sainte-Foy-la-Grande. Bon, non, mais ça se fait pas mal, quoi. C'est tous ces trucs, on ne peut pas les identifier, en fait. Non, dans le temps, j'avais fait rassembler un certain nombre de tessons, justement, de Podinsac, de Sainte-Foy, de Sadirac, etc., dans la perspective de chercher, en les analysant, à déterminer des provenances, des différences de provenance. Le problème est que de toutes les façons, ils importaient éventuellement les terres qui étaient de même formation géologique, ils avaient les mêmes plombs, les mêmes, etc., etc. Donc ça servait à rien, mais il y a quelques caisses de tessons qui sont là. Mais à propos de Hustin, était gentilhomme? Apparemment, oui. Bon, c'est une découverte pour moi. Voilà, ce monsieur Lignac aussi, c'est pareil. Alors Lignac, alors il était le neveu de Lost, qui avait une charge, je ne me souviens plus trop. Mais ils étaient tous gentilshommes. Et la Clotte, quand ils ont créé leur verrerie de la rue Chantecrit, non, parce qu'il manquait de verre, de verre à vitre. Il n'y avait que du verre à bouteille, on ne produisait que du verre à bouteille pratiquement. Et donc ils ont été obligés de s'associer avec ce Lignac, qui était gentilhomme verrier. Et puis en 90, ils l'ont fait partir. Enfin, il est parti tout seul d'ailleurs, mais il n'en avait plus besoin, quoi. Même les gueux pouvaient être verriers. Oui, bon. Oui, une petite précision au sujet de la verrerie de Bazas. C'est un de mes ancêtres qui l'a fondé, il n'était pas du tout gentilhomme. Pardon? Non, 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 non. Il n'était pas du tout. À l'origine, il était maître chirurgien, puis il est passé négociant en bois, et à la suite d'un accord, il avait eu un très gros marché pour les bois pour le ministère de la Guerre, et cela est expliqué dans les cahiers du Bazadais de 1982. Il a obtenu, parce que le marché avait échoué, il a obtenu du ministère de la Guerre, enfin, il a obtenu de la cour le titre de gentilhomme verrier et avec le titre de manufacture royale, alors qu'il était tout à fait roturier. Oui, 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 alors, vous allez voir. Donc, quand il a créé sa verrerie, il a voulu apporter ses bouteilles à Bordeaux et donc et bénéficier donc de l'exonération de l'octroi, ce que le Parlement de Bordeaux lui a refusé. Je pense que Michel devait être derrière cela. Et cette verrerie de Vazas avait une production à peu près de 400 000 bouteilles par an, et sachant que Michel avait 800 000 bouteilles par an. Donc c'était quand même une manufacture bazadaise très importante, parce qu'elle employait environ une centaine de personnes dans la verrerie. Alors effectivement, elle a bien brûlé en 1773, mais j'ai retrouvé donc ici des lettres, des correspondances entre le délégué de Bordeaux et Versailles. Il a obtenu des subsides
public pour reconstruire sa manufacture, qui elle-même a eu encore d'autres soucis. Elle a été fermée définitivement, cette manufacture, en 1806. Voilà. Merci pour ces précisions. C'est dommage, enfin je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, c'est dommage qu'on ne puisse pas identifier. Alors, les vers, c'est vraiment impossible. C'est d'autant plus impossible qu'on récupère le verre et on le refond. Depuis l'Antiquité. Alors je crois, mais je ne l'ai pas photographié, c'est dommage. Je donnerai à Madame Le Mao. J'ai des bondes de barriques qui sont estampillés Mitchell, en verre noir. Et ce sont les seuls trucs en verre que j'ai jamais réussi. Enfin bon, à part les grands ouvrages de Murano, enfin des trucs qui sont signés. C'est la seule production de verre locale que j'ai clairement identifiée. Enfin, je ne l'ai pas identifié, j'ai lu. Je ne me suis pas cassé la tête. Mais ce sont vraiment les deux seuls objets que je connais qu'on peut attribuer sans faute à la manufacture de Mitchell, qui a travaillé jusqu'à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Maintenant qu'on change tout le temps de siècle et de millénaire, je me mélange. Mais là aussi, Christophe Sirex et Valérie Marache, qui parleront dans 15 jours, je crois, de faïencerie, ont aussi identifié des verreries par là-bas, du côté des Chartrons, au nord des Chartrons. D'autres questions ? L'Hustin, c'est tout le quartier qui a été loti entre les Dames de la Foire, enfin l'hôtel de la Marine, l'ancien hôtel Hustin, ce qui était l'autre fois le consulat d'Angleterre, et puis tout ce qui va jusqu'à la rue Dumas et à la place du Champ de Mars. Ouais. Oui, et la rue Victoire américaine. Victoire américaine. Il y a la rue Hustin aussi. La rue Hustin, mais c'est celle qui est au coin du cours de Verdun. C'était l'hôtel ouais, c'était la résidence de Hustin. Et les ateliers, les manufactures étaient derrière. Quand le tramway a été établi sur la rue Fondodège, on espérait trouver des remblais avec des tessons de faïence. Ben, il n'y en a pas eu. C'était sans doute plus loin. Bien. Donc, merci et bravo Philippe. Lundi prochain, donc Caroline Le Mao sur la verrerie Mitchell. Et je voudrais vous préciser aussi que sont accessibles depuis notre site les enregistrements des cours de l'an dernier sur les villes médiévales d'Aquitaine, de Gironde, enfin, et Brigitte. Je peux peut-être donner des précisions pour y accéder. Donc, vous allez sur le site internet, vous allez sur cours publics, vous allez sur l'année 2024 et il y a une ligne où vous pouvez cliquer pour avoir les enregistrements. Mais vous pouvez vous balader aussi sur notre site, comme ça vous le verrez, vous le regarderez, etc. Il y a plein de choses dedans, et pas seulement ça. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres enregistrements de cours publics, mais en tout cas, il va y en avoir. Saint-Émilion doit y être, et puis, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. Enfin bon, il y a plein de choses quand même dessus, plus des articles anciens, plus des informations, etc. Donc n'hésitez pas là-dessus. Et donc, à jeudi prochain, on est très bien pour rendre la salle assez tôt aux archives, et en remerciant
en les remerciant considérablement de ça et de leur accueil et tout, et du confort de leur siège.